Donc j'aimerais bien en venir à une autre question qui est un peu, comment dire, controversée dans les positions antispécistes. Parce qu'il y a toute une partie du vocabulaire utilisé par les militants antispécistes qui trace une analogie entre la condition des animaux non humains et celle des esclaves au temps de l'esclavage. Et donc on parle par exemple de libération animale ou d'abolitionnisme, pour ceux qui défendent la fin, donc vous en avez parlé de tous les types d'exploitation des animaux. Et c'est un mot en fait qui désignait historiquement la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Donc en fait cette analogie elle est assez controversée, bien que très mobilisée, et beaucoup défendent que cela n'a rien à voir, ou que comparer les deux situations revient à déshonorer la lutte historique des victimes de l'esclavage pour leur libération. Donc est-ce que vous, Valérie Giroux, vous pensez que cette analogie-là, elle est pertinente? Euh, D'abord, je pense qu'il est utile de rappeler que ce ne sont pas les animalistes qui ont été les premiers à faire le rapprochement entre l'esclavage et l'exploitation animale. Les esclaves eux-mêmes ont rapporté avoir été traités comme du bétail, vendus dans des encans à côté d'animaux. Les méthodes et instruments de contrainte, là, comme ils l'ont souligné, étaient très, très semblables à ce qui est employé pour contrôler les animaux d'élevage aujourd'hui. Il faut aussi noter que les esclavagistes, pour leur part, ont utilisé le même genre d'arguments que ceux qu'utilisent aujourd'hui les personnes qui défendent l'exploitation animale. Ils ont expliqué pourquoi, par exemple, il fallait cacher ce qui se passait sur les plantations en soutenant que les gens non initiés ne comprendraient pas, qu'ils seraient trop sensibles, qu'ils seraient perturbés par la violence pourtant nécessaire, ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on fait aujourd'hui en adoptant des lois AGAG qui criminalisent les lanceurs d'alerte et les personnes qui s'infiltrent dans les fermes et les abattoirs pour informer le public de ce qui s'y passe. Les esclavagistes insistaient aussi pour dire qu'ils aimaient leurs esclaves, comme les éleveurs disent aujourd'hui aimer leurs animaux et avoir tout avantage à en prendre grand soin. Ceux qui défendaient l'esclavage soutenaient par ailleurs que l'économie allait carrément s'écrouler si l'esclavage était aboli et comparaient bien sûr les esclaves aux animaux non humains en opposant les uns et les autres aux hommes blancs civilisés et en affirmant qu'ils souffraient sans doute pas autant qu'eux ou pas de la même manière qu'eux. Je trouve aussi intéressant de rappeler qu'historiquement, il y a plusieurs des grands opposants à l'esclavage humain qui étaient aussi des ardents défenseurs des animaux. Évidemment, même si la façon dont on a traité les esclaves humains et la façon dont on traite actuellement les animaux sont comparables à plein d'égards, il est quand même possible que ce soit mal dans un cas, mais acceptable dans l'autre. L'esclavage était odieux, dit-on, parce qu'il considérait à traiter des êtres humains comme des animaux. Mais on peut se demander ce qu'il y a de mal à traiter des animaux comme des animaux. Et là, ben, ce sont les animalistes qui répondent en expliquant pourquoi l'assujettissement des animaux contrevient à leur intérêt à être libre et est injuste lui aussi. Je reconnais bien sûr là, que même si on reconnaît tout ça, là, que ça ne signifie pas pour autant qu'il est approprié de tracer un parallèle entre l'esclavage humain, l'esclavage racial en particulier, et l'exploitation animale. Il y a plusieurs critiques et mises en garde qui ont été faites, et avec raison. On nous a fait remarquer que la comparaison entre les deux phénomènes laisse entendre que la lutte des Afro-Américains avait été remportée, qu'elle est une chose du passé, alors que les répercussions de la violence de l'esclavage sont pourtant encore bien actuelles sur les personnes racisées. On suggère que le parallèle revient à instrumentaliser l'expérience d'une population toujours vulnérable pour promouvoir une autre cause, la seule dont on se soucierait réellement. Surtout, l'analogie aurait pour effet de gommer les particularités des injustices subies par les victimes de l'esclavage. Puis enfin, comparer l'expérience des esclaves humains et des animaux semble contredire les efforts déployés par les antiracistes pour contrer le processus immensément pervers de l'animalisation des victimes de l'esclavage racial qui a certainement facilité leur subordination. Ces préoccupations-là me paraissent complètement raisonnables, mais malgré ça, je pense qu'il est légitime non seulement de comparer l'exploitation animale à l'esclavage humain, mais de considérer que la manière dont on traite aujourd'hui les animaux est carrément, littéralement, une forme d'esclavage. Mon raisonnement s'appuie sur l'idée que l'esclavage humain a pris des formes très différentes au cours de l'histoire. On a en tête l'esclavage racial issu des traites négrières transatlantiques, mais il y a eu l'esclavage à l'Antiquité, par exemple, où les esclaves pouvaient être des prisonniers de guerre ou des citoyens condamnés pour crimes graves. Une fois qu'on se rappelle ça, je vois moins bien pourquoi reconnaître que les animaux sont eux aussi victimes d'une forme d'esclavage, serait forcément perçu comme une contestation du caractère unique de l'esclavage racial ou une minimisation des conséquences sociales et psychologiques de cette institution passée sur plusieurs de nos concitoyens.
il y a certains qui vont ajouter que si les animaux n'étaient plus considérés comme des êtres inférieurs, on retirerait en fait des arguments aux racistes qui ne pourraient plus leur rabaisser certaines personnes en les comparant à des animaux. Ensuite, il y a des études récentes en psychologie sociale qui nous montrent que les personnes qui sont le moins portées à hiérarchiser les êtres humains et les autres animaux sont aussi celles qui ont le moins tendance à entretenir des préjugés racistes à l'égard de certains groupes humains. Mais surtout, j'oserais avancer qu'on a le devoir, dans la lutte antiraciste, de ne pas suivre ce que la juriste américaine Angela Harris appelle la politique de la respectabilité, c'est-à-dire à tenter de déplacer la frontière de l'abject juste assez pour que dans le grand groupe des individus vulnérables, les moins vulnérables d'entre eux, en l'occurrence les humains, se retrouvent soudainement du bon côté, laissant seuls de l'autre ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les animaux non humains. S'il faut lutter contre une forme d'injustice, il ne faut certainement pas le faire en renforçant une autre. Il faut éviter de refuser de reconnaître que la manière dont les animaux sont aujourd'hui considérés et traités correspond précisément à la définition de ce qu'est un esclave. Ils sont des êtres qui ne s'appartiennent pas, qui appartiennent à des propriétaires ayant sur eux à peu près tous les droits, incluant celui de les mettre à mort. Cela dit, et selon la même logique, les antispécistes ont à l'inverse la responsabilité de mener leur combat d'une manière qui fragilise surtout pas la situation des personnes encore vulnérables, dont le statut moral est parfois encore scandaleusement remis en question. Il est donc essentiel de tenir compte des critiques exprimées par les personnes racisées et de parler tout ça d'une manière qui témoigne d'un grand respect de leurs intérêts et de leurs demandes. J'espère juste qu'il y a une manière de le faire et de ne pas avoir à se priver de parler de l'esclavage animal dans la lutte pour la libération des animaux.